Oui. Charles est un petit peu vite. Moi, je pense que je comprends. Donc, bonjour à tous. Oui, normalement. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à la review numéro 25 d'EasyParse. Donc, qui a commencé début juin et qui se termine le 3 septembre. C'est un sprint qui est un petit peu morcelé par les vacances, mais pendant lequel nous avons fait pas mal de choses quand même. Donc, le plan de ce dont on va parler. Donc, comme d'habitude, on va revenir sur ce qu'on fait en tâche de fond, hein, les nouvelles analyses, les nouveaux parseurs. On parlera un peu des petites actions de communication qu'on a faites au cours de ce sprint. Et puis, le gros point de ce sprint, donc, c'est le produit minimal viable d'une nouvelle interface d'analyse des plateformes que Yannick va nous présenter. Donc, pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on s'est aperçu pendant les parsatons que c'était assez difficile parfois de se familiariser avec la syntaxe wiki qui est nécessaire pour saisir les analyses de plateforme. Donc, notre objectif, c'était de lever ces freins et donc de proposer une interface qui va faciliter la saisie des analyses de plateforme. Yannick vous montrera que c'est beaucoup ce qu'il propose. On parlera de la mise en œuvre des middleware. Dans un sprint précédent, on avait dit qu'on avait proposé un fonctionnement sous forme de middleware pour des enrichissements potentiels. Le premier qui avait été proposé, c'était celui pour HAL. Et on a poursuivi sur cette voie avec deux API. Une très importante qui est celle de Crossref, parce qu'il se trouve que dans certaines URL, on peut récupérer les DOI. Et donc le DOI, c'est un identifiant universel qui, lorsqu'on interroge Crossref, nous permet de récupérer des informations bibliographiques et donc d'enrichir les événements de consultation. Et donc au cours de ce sprint, on a développé un petit utilitaire, un module NPM que je présenterai tout à l'heure. De la même façon, on a aussi développé un middleware pour Elsevier, parce qu'Elsevier aussi a ses propres identifiants, et avec cet identifiant propre à Elsevier, on peut récupérer le DOI qui lui-même peut servir à faire des enrichissements. Pourquoi on cherche à enrichir les événements de consultation? Parce qu'on cherche à vérifier, en particulier dans le cadre par exemple d'ISTEX, la datation des événements de consultation. Et donc, du coup, ça nous permet, avec ces enrichissements, d'estimer la part de consultation ISTEX. Et donc, Cécilia nous montrera ce qu'on a pu faire au cours de ce sprint grâce à cet enrichissement. Et le dernier point, donc la constitution des PKD. Donc, peut-être qu'on avait collaboré avec CON, donc avec l'ADEF, à propos des TKB, hein, donc, qui sont ces tables de correspondance d'identifiants éditeurs qui donnent des informations en particulier sur les états de collection. Et donc, Bacon est lancé là depuis juste avant les vacances, a été lancé. Il met à disposition une API. Et je pense que nous sommes les premiers à utiliser cette API pour intégrer les PKD proposés par Bacon, donc qui rassemblent les packages français proposés par les éditeurs, et donc récupérer ces PKD pour que EasyParse puisse les utiliser. Donc Abdel nous présentera rapidement cette intégration de l'API Bacon. Voilà. Donc, j'essaie d'aller un peu plus vite. Donc, les chiffres habituels. Donc, on a recensé encore cette fois-ci un peu plus de plateformes. On en a 238. EasyParse en reconnaît 80. Donc, du coup, on a baissé un petit peu le taux
de reconnaissance. On a révisé au cours de ce sprint beaucoup de plateformes, on en est à 38. On a fait 3 nouveaux parseurs, Emerald, OpenAir, Cyberlibris. On a fait beaucoup de révisions parce que on est en organisation, on a pu bénéficier de Frédéric, donc Sylvie qui est toujours là, avec les immersions internes dont on a parlé au sprint précédent, qui nous ont permis de vérifier les reconnaissances des plateformes. Et donc, on se retrouve là avec pas mal de plateformes, enfin, pas mal de parseurs qu'il va falloir modifier pour tenir compte de toutes ces remarques. Donc, l'état de traitement des plateformes, on voit en fait ce dont je parle là à la fin. Ici, là, on voit que effectivement, il y a plein de plateformes qui ont été remises, qui ont été analysées, qui sont en attente de parseurs. Donc, c'est un travail qu'on fera au cours du sprint qui va venir. Voilà. Les indicateurs, donc on a un établissement de plus qui a assimilé ICIPAR, on c'était les vacances. Hein. Bon, les chiffres là n'ont pas beaucoup baissé. Bon, on a juste à noter un truc dont il faut qu'on parle, enfin, qu'on parlera en cours de planification, c'est qu'on pensait avoir une solution pour Windows avec Docker, mais on s'aperçoit que ça pose plus de problèmes. Donc, plus de problèmes que ça n'apporte de solutions. Donc, on va changer de fusil d'épaule en ce qui concerne la version Windows pour EasyPass. On va simplifier à l'extrême les choses. Les actions de communication. On a eu le comité technique donc du 27 juin. Donc, c'était juste après la fin du sprint précédent. J'ai mis dans les actions de communication, en fait, les dossiers de proposition et les dossiers de demande de soutien qu'on a fait pour BSN et pour UNPIDF. Enfin, c'est les groupements régionaux d'universités d'Île-de-France, hein, c'est ça? L'UNPIDF, c'est l'UNR, donc Université numérique en région pour l'Île-de-France. Et puis ensuite, il y a autant d'UNR que région. Donc, potentiellement, on pourrait avoir un soutien de leur part. Thomas a assuré une formation à Brest le 3 juillet. C'est bien. Je pourrai probablement aussi. Et donc, on est toujours présent sur les réseaux sociaux. Alors, je passe la main à Yannick qui va nous montrer cette proposition de nouvelle interface pour Analogic. Alors, donc, nous allons vous montrer ça. Et comme un screenshot n'est pas forcément on va vous montrer ça directement. Est-ce que j'ai encore mon tableau? Alors, voici à quoi ça ressemble. Sachant que, je précise qu'au niveau tant esthétique qu'ergonomique, ce n'est pas encore définitif. Oh. Donc, donc ça se présente, actuellement, ça correspond juste à la partie d'analogie où il y avait la liste. Donc, pour le moment, au niveau de tout ce qui est tutoriel de contribution et compagnie, ça se fera encore dans le site actuel d'Analogist. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la migration totale d'un seul coup. Alors, et donc, qu'est-ce que ça a de particulier? Cette nouvelle plateforme Analogist est basée elle est basée sur Trello, c'est-à-dire que Trello est central. C'est-à-dire que les listes de plateformes que vous voyez ici sont en fait récupérées directement depuis Trello. Donc voilà, c'est toutes les listes. Non. Voilà.
non plus. Là. Voilà. Donc toutes les plateformes qu'on recense, on les met dans Trello. Elles sont toutes dans Trello, cataloguées et tout ça. Et donc c'est viens, reste-toi toi. Et donc c'est les plateformes ici qu'on récupère directement dans Analogist. Donc elles ne sont pas stockées elles-mêmes sur le serveur Analogist. Elles sont récupérées directement depuis Trello. Voilà. Et ce qu'on va stocker du coup sur Analogist, ce sont seulement les analyses qui sont en lien avec les plateformes. Donc voilà. Donc actuellement elles sont toutes vides, étant donné que c'est une démo. Je vais juste rajouter des choses dans Science Direct. Voilà. Et voici à quoi ça ressemble. Donc, ce n'est plus une énorme page avec des tableaux, avec une énorme succession de tableaux. On a essayé de rendre ça un peu plus, comment je dirais, convivial, lisible, on va dire. Donc, quand on arrive sur la page d'une plateforme, on a le nom, la liste des différentes analyses d'URL. Donc par titre, évidemment. Hop. Et quand on arrive dessus, voilà. Oh. C'est tout ce qui est découpage précis, on retrouve dans un onglet à part. Hop. Et les remarques éventuelles ici. Hop, voilà. Et donc là, on remarquera que pour le moment, ce n'est pas modifiable. Et donc, c'est ici que ça devient intéressant. Pour pouvoir modifier les analyses, il va falloir se connecter avec Trello. Et c'est votre profil Trello qui va définir si vous avez ou non le droit de modifier. C'est-à-dire que pour pouvoir modifier les analyses qui sont ici, il va falloir être membre de la board Trello qui est là. Et en gros, si vous avez le droit de modifier la board qui est là, vous aurez le droit de modifier dans les analyses dans Analogist. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se connecter du coup, avec Trello. Je suis déjà connecté en tant que Dominique. Je pense que ça va le faire. Donc quand on clique là-dessus, on est donc redirigé sur Trello, qui va nous demander l'autorisation pour Analogist d'accéder à mon profil utilisateur en écriture et en lecture. Donc là, hop, on autorise. Et on voit que ici, je suis connecté en tant que Dominique Le Chaudel. Et en dessous, il y a marqué membre parce qu'il est membre de la board de Trello, ce qui fait qu'il va avoir le droit de modifier les analyses. Bon, je vais retourner sur Science Direct. Voilà. On remarque qu'ici, on a des petits boutons qui sont arrivés en plus, qui vont nous permettre de les modifier. Donc, hop, on remarque que là, hop, ça y est, c'est devenu. Alors, parmi les améliorations notable, on va remarquer qu'au niveau des types, des formats et des RID, qu'on rappelle, des types d'identifiants, on a une liste qui va être qui est mise à jour directement depuis GitHub. Donc on n'a plus une liste finie, on les a toujours sous la main quoi maintenant. On peut les choisir. On peut les choisir. Et notamment au niveau des identifiants, c'est pas toujours évident. Par exemple, si l'identifiant ISSN n'existe plus, maintenant c'est Online Identifier. Mais si on cherche ISSN, justement, ISSN, c'est sûr, ça marche pas. Si on cherche ISSN, on a moyen de retrouver le fait que ça correspond à Online Identifier ou Print Identifier. De cette manière. Voilà. Donc on retrouve toujours le même type de découpage, d'aide de découpage de l'URL qui était présent dans le petit formulaire qu'on avait sur Analogist et qui lui vous faisait un tableau Trello.
Trello, un tableau wiki qu'il fallait copier, coller dans Analogist. Maintenant, vous pouvez mettre votre URL directement dans le champ URL et cliquer sur démembrer. Oui, j'ai pas. On est à la recherche Ça va faire rire aussi. On est à la recherche de toute proposition. Si vous avez mieux comme nom. Au début, ça m'a choqué, puis après, ça m'a fait rire. On découpe, on prend une tronçonneuse, on découpe l'URL. Grosso modo, c'est ça. Découpé, segmenté, ça peut le faire aussi, effectivement. Voilà. Donc voilà. Et donc une fois qu'on a modifié notre truc, on peut sauvegarder l'analyse, sachant que la sauvegarde se fait par analyse, comment je dirais, par bloc d'analyse. Voilà, c'est-à-dire que c'est, on va dire qu'une plateforme contient des analyses d'URL. Chaque page ici correspond à une analyse d'URL. Donc on sauvegarde une URL plus précisément. C'est-à-dire que si je modifie ici, hop, et que je passe sur une autre analyse, je vais modifier aussi celle-ci. Bonjour l'effet démo. Tiens donc. Le bouton enregistrer devrait être violet. Non, j'ai surtout l'impression qu'il m'a bloqué l'interface. Génial. Et oui, bonjour l'effet démo. Donc si je modifie ici et que je passe sur une autre analyse, ok, c'est génial aussi. Eh bien, il ne m'a rien, il ne m'a pas fait ce que je voulais, c'est génial. C'est-à-dire que ici, normalement, il aurait dû être grisé. Enfin, tant pis. Je vois que ça ne fonctionne pas tout à fait comme prévu. Ce sera un bug à identifier. Voici. Donc, on remarquera que les informations qui sont là viennent de Trello. Donc, on peut savoir directement quand a été modifiée pour la dernière fois la carte Trello en rapport avec l'analyse, où est-ce qu'elle en est au niveau de sa liste et les personnes qui sont à contacter. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais montrer rapidement pour finir, c'est que la connexion a l'air d'être en 2 clics, on est connecté, c'est magique, mais c'est pas si simple que ça en réalité. C'est pas F11, c'est pas pour mettre en plein écran. Pardon? Ah, lire, bon, lire. Merci. Voilà. C'est pas aussi simple que ça, effectivement. Quand vous cliquez sur se connecter avec Trello, il y a un énorme tas il y a toute une succession de requêtes qui vont se faire entre le navigateur, Trello et Analogist, que je ne vais pas détailler maintenant. Pour ceux qui connaissent le principe de OAuth, voilà. Enfin, si vous avez des questions là-dessus, éventuellement, vous pourrez les poser à la fin. Et donc, tous ces échanges se traduisent par, à la fin, l'enregistrement d'un token à l'intérieur de la session propre à l'utilisateur. Et c'est ce token qui va nous permettre d'accéder aux informations de votre profil sur Trello. Ce qui fait que quand vous accédez au site, à la page du site, vous récupérez votre session depuis Analogist. Lui, ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il a en session, c'est un token. Il n'a pas votre mot de passe, votre identifiant ou quoi. Il a juste un token qui correspond à votre compte et il va demander les informations de votre compte à Trello et vous les retournez directement. Ce qui fait que, comment je dirais, il n'y a rien concernant les droits utilisateurs ou concernant vos mots de passe qui est stocké sur Analogist. Tout est sur Trello. Voilà, je pense en avoir fini. Je vais laisser... Donc, ce qui veut dire que, pour conclure sur ce point-là, ça veut dire que, en fait, maintenant, on n'accordera plus forcément des droits sur le wiki Analogist. En fait, tout sera piloté par les autorisations sur Trello. Exact. Ce qui fait que actuellement, pour pouvoir modifier les analyses sur Analogist, il faut donc envoyer il faut contacter l'équipe EasyPass, c'est l'équipe EasyPass, en leur donnant un nom d'utilisateur, éventuellement une adresse mail. C'est nous qui devons créer un compte, justement. Maintenant, il faudrait juste
se loguer à Trello, enfin s'enregistrer sur Trello, et ensuite on donne les droits, et c'est suffisant. Éventuellement, on pourrait avoir un bouton « Demander l'autorisation EasyParse ». Voilà. Yannick. Je ne sais pas si on passe les questions à la fin, peut-être. Donc là, je vais essayer d'aller rapidement aussi sur mise en œuvre des middleware. Donc API Postgres, API Elsevier. Je préfère qu'on passe un peu plus de temps sur le résultat. Je pense que c'est ce qui importe. Donc, je parle quand même rapidement en disant que Crossref met à disposition une URL, vous voyez en haut à droite, qui est doi.crossref.org, et qu'on peut interroger. Donc c'est une API. En fournissant un DOI, on obtient des informations bibliographiques. On a utilisé ce mécanisme pour donc pouvoir enrichir les événements de consultation, et ce qu'on s'est dit, c'est que on allait le faire de façon que ça contribue aussi à la communauté, et donc on a fait ça sous forme d'un module NPM, donc qui est disponible donc en démarche logicielle libre. Donc il s'appelle, donc cette librairie NPM s'appelle MetaDOI, dans la même philosophie que MetaAL. Et donc elle s'utilise soit en ligne de commande, soit sous forme de librairie. Bon, il y a la documentation. On a fait aussi un module NPM, comme je l'annonçais tout à l'heure, qui s'appelle MetaLS, qui lui interroge l'API Elsevier, donc vous voyez en haut à droite, api.elsevier.com. À cette API, on fournit un identifiant Elsevier, qui est pour Elsevier le PII, donc qui est un code. Avec ce code, Elsevier renvoie un certain nombre d'informations, en particulier le DOI, et c'est ce DOI qu'on utilise pour enrichir les informations du programme. Donc, un petit rappel du fonctionnement, donc d'EasyParse. Dans le fichier de configuration d'EasyParse, on peut définir ce qu'on appelle un certain nombre de middleware, qui sont en fait des filtres qui vont prendre les événements de consultation et qui vont les parser, les dédupliquer, trouver le PII pour mettre le DOI, prendre le DOI et puis enrichir, etc. Et donc ça se définit au niveau d'un répertoire qui s'appelle middleware. Donc c'est tout à fait configurable. Comment on utilise ça? Actuellement, ce paramétrage d'enrichissement automatique à partir du DOI n'est pas le fonctionnement par défaut. Il faut lui dire qu'on veut un enrichissement, mais on peut le faire actuellement sur la version de pré-prod d'EasyParse en utilisant un prédéfini qui s'appelle enrichissement automatique, qui va positionner automatiquement, donc, je ne sais pas si on voit ici, en fait des leaders, enrichissement Crossref, enrichissement Elsevier. Voilà, quand on veut l'enrichissement automatique, on choisit ces prédéfinis, on lance le traitement et on obtient un résultat sous forme de fichier CSV. Donc là, les petites flèches, ça vous explique en fait comment on procède. Donc, dans le cas où c'est des éléments de consultation qui concernent Elsevier, on va passer d'abord MetaELS, qui à partir du PII va ramener un DOI. Et donc compléter le DOI si ce DOI n'est pas déjà présent. Et à partir de ce DOI, MetaDOI, elle va aller rechercher des informations bibliographiques. Donc là, j'ai mis en bleu ce qui était ramené potentiellement par l'API Elsevier, et j'ai mis en jaune, enfin en marron, ce qui est potentiellement ramené par Crossref. Et donc, en particulier, ce qui nous intéresse pour la suite, ça va être la date de publication. Donc, on voit qu'elle peut être amenée potentiellement dans le cas où c'est des éléments de consultation qui sont concernés Elsevier, à la fois par MetaELS et à la fois par MetaDOI. Donc, normalement, c'est redondant. Et donc, fort de ces enrichissements, on est capable, après, de faire la
datation des éléments de consultation. Et là, je passe la main à Cécilia. Et là, je vais montrer des sujets. Alors donc, maintenant qu'on a des beaux tableaux avec des dates de consultation, la première application qui nous vient à l'idée, c'était de connaître les usages des revenus négociés par ISTEX. Donc, la démarche, c'est le premier essai de statistique pour les ressources ISTEX. On a pris 2 mois de log des 6 portails CNRS de juin et juillet 2015. On a fait le traitement EasyPart avec l'enregistrement Elsevier et l'enrichissement DOI. Et on a travaillé sur 4 plateformes, donc Springer, Elsevier, Nature et Wiley. Donc au préalable, le travail c'était de savoir quelles étaient les ressources ISTEX et à partir de quelles années c'était l'ISTEX. Donc je suis allée sur le site ISTEX le site ISTEX, et j'ai regardé pour chacune de ces plateformes à partir de quand c'était considéré comme ISTEX et quand c'était courant, et je n'ai gardé pour cette étude que les revues qui étaient négociées. Donc sur le site ISTEX, il y a des listes format CAVART, donc j'ai croisé les ressources EasyPart avec les ressources négociées ISTEX, et puis voilà les premiers résultats. Donc par plateforme, qu'est-ce qui est consulté sur le courant et qu'est-ce qui est consulté sur le ISTEX. On voit qu'en fonction des plateformes, c'est donc ça c'est très différent. Le courant c'est le bleu clair et l'ISTEX c'est en violet. Donc c'est ce qui est consulté dans les ressources négociées ISTEX sur les plateformes des éditeurs, pas sur la plateforme ISTEX. Non, c'était les plateformes des éditeurs. Donc sinon, pour avoir, j'ai fait une autre vue pour qu'on se rende bien compte. Donc là, en bas, c'est les années de consultation. Elles sont toutes les 2 ans. Et puis le nombre de consultations, puis séparé par plateforme. On voit que le gros est quand même consulté sur 2014-2015. Et puis que sinon, ça dépend. Les archives, enfin les textes, c'est pas du tout pareil par éditeur. Springer, c'est à partir de, c'est jusqu'à 96. Elsevier, c'est jusqu'à 2001. Nature, par contre, c'est jusqu'en 2012. Donc c'est peut-être ça qui explique aussi les différences. Pourquoi Nature a une forte part d'ISTEX et puis Wiley, je sais plus l'année. Wiley, c'est jusqu'en 2011 aussi, donc c'est ça qui explique la forte représentation d'ISTEX pour Wiley et Nature par rapport aux autres. Voilà, ça c'est encore une autre forme de vue, c'est par plateforme, c'est un peu petit, c'est par plateforme et pareil, par année de consultation pour voir si ça s'envoie vraiment à la fin en fait. Les consultations, encore une fois, c'est sur les portails CNRS, sur les ressources ISTEX. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir la barre à l'année de la négociation, enfin à l'année où ça a été. Alors il faut que je par fasse éditeur, ouais. Donc j'ai fait ça un petit peu toute seule début août, après j'ai pas trop eu le temps de m'y remettre là pour là, mais si ça intéresse du moins, on peut creuser un peu plus, pousser ça plus détaillé, puis peut-être rajouter d'autres plateformes. Là c'était vraiment, on a travaillé sur ça pendant les vacances avec le DOI l'année, et on voulait montrer une première application, ça nous semblait important de montrer ce qu'on pouvait faire avec. Et puis le bonus, c'est qu'on a aussi des domaines scientifiques qu'on peut ramener avec les DOI. Donc là, c'est que j'ai gardé que ce qui était archive ISTEX, et puis bon là vous voyez rien, parce que même moi je vois rien. Mais en gros, on pourrait arriver à savoir quelles sont les catégories scientifiques les plus consultées. Bon, en gros là, c'est toute la bio qui arrive en premier, puisque c'est Nature qui a le plus gros pourcentage de représentation dans les textes. Donc tous les premiers mots-clés, c'est cell biologie, médecine, molecular biology et biochimie. Ça va vite. Est-ce que vous comptez aussi et ensuite les achats, parce qu'on dit par communauté scientifique est différent. Il y a par exemple en sciences de la vie, on consulte les quelques dernières années, j'ai les archives. Donc tu voudrais, pour BiblioVie, qu'est-ce qui est consulté ISTEX, pour Titan, ou par plateforme éditeur, par thématique, ensuite de revue, voilà,
conscience de la vie, est-ce que c'est des textes qui nous prennent, et puis pour voir un peu, et après ça peut orienter aussi les négociations et les achats, donc vraiment quand on va acheter des archives, des thématiques que finalement on peut plus regarder. Ouais. Et même au-delà de l'ISEC, on s'était dit avec Kik, c'est intéressant, nous, pour les portails, de savoir ce qui est consulté en collection courante et en archives. Même en dehors de l'ISEC, on peut acheter des archives. Excusez-nous, on n'entend rien. Là, les années, on les a depuis un mois, donc c'est vraiment la première approche. Ça ouvre, les portes sont ouvertes maintenant. Voilà. Après, ça reste limité aux plateformes sur lesquelles on arrive à récupérer le DOI. Alors ça, c'est le point que je parle. Voilà pour moi, j'ai présenté les premières applications et puis Abdel maintenant va parler de son travail. Mon travail, c'est la constitution de PKB en utilisant une appli que j'ai créée qui est nommée Beacon pour construction des PKB. Beacon, c'est une base de connaissances que tout le monde peut connaître pour ADES. Pour voir le travail, on a choisi de faire un exemple sur MPG pour récupérer les métadonnées de MPG depuis Beacon. Pour cela, on a créé un scrapper générique qui est adapté à toutes les plateformes. Et dans la plateforme MPG, on a fait un petit scrapper qui appelle scrapper générique, en lui fournissant seulement le nom de la plateforme et qui récupère tous les métadonnées. Pour cela, on a ajouté un petit paramètre dans le fichier manifeste de la plateforme, un petit paramètre qu'on a nommé Beacon Provider, et on a initialisé avec le provider de la plateforme qui se trouve sur Beacon. On fait maintenant un petit test. Là, on est positionné sur la plateforme MPG qui contient les fichiers manifestes où on a initialisé le provider du provider de la plateforme. On a créé un dossier qui est nommé Scrapper où on a fait le code de Scrapper pour appeler l'API qu'on a créé. Pour faire fonctionner la fonction, on exécute directement les fichiers. C'est une fonction qui va chercher dans Beacon en premier temps la liste des plateformes de Beacon. On va comparer par rapport à notre plateforme qui est MPG dans cette liste. Et quand on trouve cette liste, on récupère un lien qui nous redirige directement vers les données qu'on récupère directement dans un fichier qu'on le nomme PKB et qu'on le met directement dans un dossier PKB de la plateforme. Donc, si je voulais le voir. Le deuxième fichier là, MPG, tira un titre qui contient la date du jour où il était généré. On peut jeter un coup d'œil sur le fichier. Voilà, il contient toutes les données. Voilà. Et là, c'est tous les données qu'on a récupérées depuis Beacon
et qui se trouve maintenant dans un fichier PKB dans notre logiciel Editas. Respectant le standard CABART. Ouais. Là, c'est un fichier texte, donc avec des champs séparés par des tabulations qui contiennent les différentes informations d'identification et de description des collections du package concerné. Donc là, c'est un peu technique. Hein. Juste à vous annoncer la suite. Alors la suite, oui. Là en fait je voulais vous parler du nouveau board Trello. Donc vous savez maintenant vous savez qu'on pratique une méthode agile, on a ce qu'on appelle un product backlog qui décrit la liste des fonctionnalités sur lesquelles on va travailler. Et donc ce product backlog évolue, on en prend une partie, et à chaque sprint, on prend une partie de product backlog et on le traite. Et étant donné qu'on est de plus en plus dans la collaboration, qu'on fait appel à vos idées et à vos suggestions pour améliorer le produit, on s'est dit que ça serait mieux si ce produit backlog était à la disposition à votre disposition pour pouvoir justement l'enrichir et suggérer des choses. Et donc, on a créé un board de Trello, je ne sais pas si je peux les aider là, je crois qu'il y en a, qui vous est accessible, voilà, et qui va nous permettre de gérer ce product backlog de façon macro. Hein. On a des choses qui sont plus détaillées, mais là, c'est pour vous laisser l'opportunité de nous suggérer des fonctionnalités et aussi que vous puissiez voir sur quoi on travaille et ce qu'on va traiter au fil des sprints. Voilà. Du coup, est-ce qu'il faut quand même y être invité? Je crois qu'il faut y être invité. Comme pour les analyses de plateforme. Donc, si vous êtes intéressé avec votre... alors, je ne sais pas si c'est à nous de le faire. En fait, si on est dans la liste des plateformes, on y a accès. Il y a l'organisation Edipars. D'accord. Donc, tous ceux qui sont inscrits déjà pour les analyses de plateforme ont accès à ce board Trello, donc ils retournent sur la page d'accueil Trello qui les accueille avec la liste de board. Ok. Donc voilà, vous voyez à peu près actuellement ce qu'il y a dedans. Et donc, c'est quelque chose qui est amené à bouger et qu'on va utiliser maintenant pour gérer le product backlog de façon macro. Donc, je peux vous annoncer donc pour la suite ce qui va se passer. Donc, on aura une validation de l'interface analogiste que vous a proposé Yannick. Hein. On a vu que c'était quelque chose qui était complètement nouveau, donc il y a forcément des réglages. L'autre gros point, c'est l'exploitation de l'enrichissement des événements de consultation. Hein. On a vu que ça ouvre des portes considérables. Le point qu'il faut qu'on travaille, enfin, il y a les deux extrémités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre dans l'enrichissement, de quoi on va avoir besoin, hein. Il y avait des idées tout à l'heure, mais aussi en amont, le DOI, ce qu'il faut savoir, c'est que le DOI n'est pas présent dans toutes les URL, donc on ne l'a pas tout le temps, mais donc du coup on va le vouloir. Ce qu'il faut savoir, c'est que potentiellement on peut obtenir le DOI à partir aussi d'informations bibliographiques de base, genre on a un volume, un numéro, on sait que c'est telle revue, et on va pouvoir retrouver le DOI à partir de ces informations en interrogeant encore l'API Crossref. Donc là, on va essayer de travailler là-dessus. Et puis, ce qu'on a annoncé aussi, c'est la visualisation en un clic des résultats. Hein, donc, Cécilia avait présenté ça au sprint précédent. Et puis, on est sur un travail aussi de migration des applications liées à l'administration en exploitation. Donc on voit qu'on a une nouvelle interface analogiste, donc il va falloir qu'on ait une version de production, une version de pré-production qui correspondent à ce qu'on veut mettre en œuvre. Et puis on va ensuite continuer sur les résultats de consultation ISTEX. Et pour ça, je vous donne rendez-vous
à la prochaine sprint review qui aura lieu, si on est tous d'accord à peu près, a priori, le 8 octobre. Voilà. Donc, sprint review un peu longue aujourd'hui, mais on va prendre quand même des questions. Si vous voulez. Juste apporter une rectification par rapport Oui, au taux de couverture, s'il te plaît. Si tu as Je l'ai corrigé. Je l'ai corrigé, je vais remontrer. Ouais. Désolé, le taux de couverture des plateformes UL qui était affiché comme étant de 37%, c'est un chiffre quand même un peu étonnant, est en réalité de 82%. Voilà. Tu l'as pas changé. Juste, si, c'est bon, il est en bas. Il est en bas, là, 80%. Ah, pardon. Voilà. Ok, bon, super. J'ai repris et j'ai pas... En fait, ça va être correctement lors du comité technique, oui. Oui, tu as resté non corrigé. C'est nettement mieux, ça. C'est Dominique Rougier à l'appareil. J'aurais une petite question sur le scrapper Bacon. Oui. Il a été montré tout à l'heure rapidement que dans la constitution du nom du fichier, qui était des informations récupérées sur Bacon, la date qui était mise était la date du jour de récupération. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas pris comme date la date qui est dans le nom du fichier Bacon en fait? Alors, quand vous mettez une date de récupération, c'est pas la date des données, c'est la date à laquelle vous les avez récupérées, mais c'est pas la date du fichier Bacon lui-même. Et ça me paraît trompeur, ça. Oui, alors ça, comment dire, c'est historique. Enfin, c'est pas définitif, je dirais. Parce que actuellement, effectivement, les fichiers mis à disposition par Bacon respectent la norme CABART et contiennent la date. Or, mais c'était pas le cas avant. Et par rapport à ce qu'on récupérait quand on faisait des scrappers sur les sites. Et donc la date qu'on mettait, c'était la date de génération du fichier. Et on utilise des librairies qui font ça automatiquement. Et actuellement, on l'a utilisé de façon standard. Et on n'a pas effectivement testé pour savoir si dans le nom du fichier qu'on récupérait, on avait une date et à ce moment-là, on remettait la même. Je pense que ton idée, ta question est bonne et pertinente. Et quand on va trouver cette date, on la remettra. Mais là, c'est une première version. Ok. C'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Mais du coup, ça fait parce que la question, elle se pose en fait. Pour EasyParse, ça peut nous intéresser aussi de savoir que le fichier a été régénéré, même s'il a été régénéré à l'identique, par exemple. Est-ce que ça nous intéresse? Enfin, c'est une question. Moi, je trouve que c'est une question ouverte. La date de dernière modification. Donc là, dans ce cas-là, on a les deux infos qui continuent à exister. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a potentiellement des post-traitements après la récupération de ces fichiers CABART, de ces PKB. On a des utilitaires qui nous permettent de lister toutes ces PKB et puis de dédoublonner. Donc, on peut avoir plusieurs fichiers qui ont des noms qui dépendent des packages et qui vont aller dédoublonner les identifiants, donc le title ID, l'identifiant éditeur, pour vérifier qu'ils soient bien uniques par rapport à toutes ces PKB qu'on a pu récupérer. Thierry Fournier. Oui. Renin, j'ai une question, quelques remarques, questions sur la datation des événements de consultation. Alors, déjà, je ne sais pas si c'est une datation des événements de consultation, en tout cas, le titre est un peu trompeur, puisqu'en fait, ce qu'on date, c'est les documents consultés. Voilà. Je pense qu'il y aurait une piste possible, mais évidemment là c'est très récent, ça serait d'essayer de comparer les résultats produits par EasyParse avec les résultats du Journal Report 5, puisque en fait cette datation permet à mon sens, avec la répartition par date là qu'a montré Cécilia, de reconstituer le JR5. Et j'ai aussi une petite question sur les domaines scientifiques. Ils viennent d'où? Je n'ai pas bien compris. De Crossref, j'imagine, mais. Voilà, c'est ça. En fait, là, on est vraiment, on est en mode découverte. On a perçu qu'en fait, à partir de Crossref, on pouvait rapatrier des infos. Ce qui nous intéressait, c'était la date. On a vu qu'il y avait d'autres.
en particulier que Postgres gère des domaines scientifiques. Donc là, on les a remontés, puis on s'est dit, est-ce qu'on peut s'en servir? Par contre, je ne sais pas comment on définit ces domaines, et puis est-ce que c'est, enfin, quelle pertinence ils ont, ça sera à étudier. L'avantage qu'il y a, c'est que comme ça vient de Crossref, c'est quelque chose qui peut être potentiellement commun à tous les éditeurs. Sauf Coulter va s'appuyer sur la classification Ringgold, et je ne sais pas si les deux sont... Ouais, je pensais à ça, effectivement, il faudrait voir, je ne sais pas non plus, effectivement, si c'est une classification maison qu'utilise Crossref ou si, voilà. Si vous avez des informations à ce sujet-là, ça nous intéresse parce que ça nous donnera, ça nous permettra de savoir dans quelle mesure on peut exploiter ces informations. Et si, là c'est pareil, l'API Crossref, elle peut être utilisée à plusieurs niveaux, donc on peut lui demander un certain nombre de choses. Là, on s'est contenté de lui demander un peu le minimum de ce dont on avait besoin, mais potentiellement, elle peut ramener beaucoup plus d'informations. Alors après, selon l'usage qu'on fait, là je suis pas rentré dans les détails, mais on peut avoir besoin d'un identifiant, hein, de se loguer pour pouvoir faire voilà, une API key, pour pouvoir faire des grosses requêtes et puis ramener beaucoup d'informations. Pour l'instant, c'est pas utile, mais peut-être que on en aura besoin. De la même façon, pour utiliser l'API Elsevier, là, systématiquement, j'en ai pas parlé, mais on a besoin d'une API qui a besoin d'être configurée dans EasyParse. Il faudra qu'on documente ce pour que ça puisse être utilisé. Ah oui, parce que du coup, les gens qui utilisent EasyParse avec l'enregistrement Elsevier, voilà. Actuellement, là, actualisé, doivent se procurer une API key. Ouais. D'accord. C'est facile à se procurer? Oui, en fait, il suffit de le demander. Alors après, potentiellement, peut-être que l'API qui est définie pour EasyParse peut être diffusée. Enfin, voilà, elle peut être utilisée peut-être pour dans le cadre d'EasyParse de base par défaut. Ouais, c'est un truc à côté pour voir le domaine qu'on a le droit de faire. Potentiellement, selon le type de requête qu'on fait, il y a des quotas ou pas. Donc là, actuellement, les requêtes qu'on fait dans le cadre d'Elsevier pour obtenir le DOI à partir du PII, il n'y a pas de quota. Donc ça justifierait qu'on utilise Pour l'instant, en fait, elle est au nom de star.1.org. Ah, voilà. D'accord. Avec mon compte. Bon, mais ça, pour des trucs comme ça, je pense que ça pose pas trop de problème. C'est plus les TDM qui sont faire attention. Je pense qu'en fait, eux, ils ont besoin de ça pour pouvoir identifier les abus potentiels. C'est vrai que correspondance pays, DOI, elle est peut-être moins... Ok. J'avais aussi une question sur les demandes de soutien à BSN et UNPIDF. Il y a des réponses qui sont attendues pour quand, vous savez? On espère bientôt, mais pour l'instant, on n'a pas eu de retour ni de BSN. Alors, on n'a pas eu de réponse de BSN encore. Et côté UNPIDF, on est censé rencontrer Jean-François Ballotté bientôt. Il nous avait proposé un rendez-vous cet été, mais on n'était pas là. Et du coup, moi, j'ai relancé la machine pour qu'on essaye de se voir incessamment. Ouais, d'accord. Merci. J'espère pouvoir en parler à la prochaine Sprint Review. Voilà, d'autres questions sur l'interface, peut-être, on n'a pas regardé. Ah, ma question pour l'interface, c'est a priori, il y aura une seule instance de cet outil qui va être installée et qui va tourner, elle sera hébergée à Helmist. Oui. Donc la prochaine étape, c'est plutôt d'attendre la mise en pré-production avant de faire un retour, de pouvoir faire un retour. Donc là, les retours qu'on va faire, ça va être en interne.
limite on peut atteindre l'interface qui est vraiment le MVP. D'accord. Et puis, j'ai montré tout à l'heure qu'on était aussi dans un travail dans l'exploitation d'un certain nombre de nouvelles machines. Oui. Donc, on migre en interne nos instances EasyParse aussi, qui va log, etc. D'accord. Donc, on a des machines à disposition, il faut qu'on exploite ces machines-là. Et donc, sur ces machines, on va faire l'instance de pré-production des analogistes. Et sitôt qu'elle est dispo, on avertira tout le monde que tester en fait l'interface sur cette machine. Je pose cette question parce que le code, cette application analogiste est dispo sur le code et installable a priori en local. Exact. Après, sauf pour ceux qui veulent jouer, avec et participer, ceux qui se sentent, qui sont à l'aise pour installer les informaticiens. Voilà, c'est pour prévenir les utilisateurs et les contributeurs éventuels aujourd'hui que cette application sera disponible en ligne sur un serveur Alimist bientôt. Et que du coup, on fera de l'information dessus, ça, de manière venue. Dans la salle, on a fait vidéo, mais Jacqueline qui a posé une question, c'est tout. Apparemment, oui, c'était marqué du contrat. Il dit Donc, plus de questions ni à propos de l'interface, ni à propos des API. Question. Pour l'enrichissement, DOI et Elsevier, Elsevier et DOI, tu as montré dans la configuration de JSON, et ensuite tu as montré l'utilisation des headers dans le formulaire. Est-ce que les deux sont nécessaires? Enfin, c'est nécessaire déjà qu'ils soient dans le config.json. Mais quand alors, les conditions, ça suffit pas pour l'instant parce que on est en mode découverte, je dirais. Mais par contre, je pense qu'on les activera, on les active par défaut probablement. Hein, c'est possible ça. Ça sera stable et parce qu'en fait notre interrogation c'était par rapport au temps de traitement. Ça serait assez consommateur des API. Avec Yannick, on a fait en sorte d'interroger par paquet. C'est-à-dire qu'avant d'interroger l'API, on prend plein de DOI, plein de PII, et puis c'est là qu'on envoie sur le site. Et donc on a un résultat, et il se trouve que ça pénalise pas les traitements. Et surtout avec un temps de traitement qui est relativement normal par rapport à avant. Donc, que potentiellement on pourrait l'activer par du coup, quand tu le déclares dans le config en JSON, ils sont déclenchés en arrière-fond, quel que soit ton traitement, et tu reçois les résultats seulement si tu les demandes. Ce que je veux dire, c'est que dès qu'ils sont dans le config.json, ils sont disponibles. Ils sont potentiellement utilisables. Ils sont potentiellement seulement quand tu demandes le header. D'accord. Mais si on ne le met pas dans le config.json, si on le met dans les chances liens, ça c'est bon. C'est comme Antoine Gerber, qui a fait contribution à la vie, mais il y a donc là, ça fait plein de pistes ça avec les middleware pour enrichir les éléments de consultation et ça ouvre des perspectives. Ça fait plein de pistes aussi. La notion d'API de façon générale est intéressante. Donc, toutes les idées sont bonnes pour intégrer des API, d'autres types d'API. Donc là, n'hésitez pas à venir le signaler sur le board Trello du backlog semi-public. Donc celui où il faut quand même qu'on vous intègre, que vous ayez une chance de participer. Déjà, si vous êtes déjà contributeur sur Trello pour une plateforme, vous pouvez faire des suggestions. Alors apparemment, quand même qu'on les dépose explicitement. C'est un détail technique. Il faut juste qu'on règle les droits à tout le monde. Voilà. Le fait qu'on va faire un versement automatique de tous les contributeurs de la plateforme, c'est plus simple.
Oui, elle a fait pas mal de choses. J'ai vu le jour Plus de questions. On est dans le timing finalement. Merci à tous. Et donc rendez-vous le 8 octobre. Et donc si vous avez des questions qui vous reviennent après, n'hésitez pas. On est disponible. Merci. Ok, merci à vous, bon travail. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci à en particulier. J'aimerais bien pas trop faire. Voilà. Ah, oui, ça existe. Ah bah, retour de vacances. Et les gens, ça fait 2 mois qu'ils sont pas venus, première chose qu'ils font, ils vont chercher un dessert.